ce livre que j'ai écrit en 2002, évidemment, les tendances n'ont pas été rectifiées et aujourd'hui, il y a vraiment cette urbanisation qui s'est accomplie à ce niveau. Voilà, alors on va entrer dans la ville historique maintenant. On va entrer dans la ville historique, mais si vous le permettez, je voudrais, puisque Mohamed El Faiz a parlé, nous rêvons de 10 millions de touristes. Nous ne rêvions pas. C'était le contrat-programme, c'était une politique nationale qui a été définie en 2001 sous les auspices de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et qui visait de manière très claire, avec des orientations extrêmement bien définies, à promouvoir un développement touristique qui déboucherait en 2010 sur 10 millions de touristes. Mais 10 millions de touristes, comment? En termes d'infrastructures, en termes, par exemple, d'aéroports, en termes... Le coût est terrible. Et moi, ce qui m'intéresse, si vous le permettez, dans cette affaire-là, c'est le coût social de tout cela. Parce que cette image qu'on vous a montrée, avec le Palmaret Golf Palace, un hôtel de 5 étoiles, pour ne pas le nommer, et ce que vous avez au-dessus, c'est le coût social. C'est-à-dire, vous avez un espace qui est celui de la Palmeraie, qui est un espace où le savoir-faire paysan excelle depuis des siècles, où des villages, des douars, avec l'architecture de terre, avec, j'allais dire, un équilibre à la fois écologique et social, se développent depuis des siècles. Et brusquement, vous avez non seulement l'urbanisation qui arrive, mais la pression touristique. Qu'est-ce que ça signifie? Et Dieu sait que je ne suis pas contre le tourisme, et je sais à quel point le tourisme permet à la ville de Marrakech de vivre et de survivre. Mais le souci que nous avons, c'est que ces populations villageoises, ces populations paysannes, que deviennent-elles avec ce changement-là? On parlait de gentrification, ce mot anglais qu'on a francisé, et qui signifie qu'en fait, des populations plus aisées viennent littéralement éjecter l'éviction des populations les plus vulnérables. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ces villageois, ces paysans deviennent tout simplement la main-d'œuvre corvéable à merci qui travaille dans ces hôtels. Alors, je fais un peu dans la polémique, mais l'image est assez parlante pour dire ce que deviennent ces villages de terre et qu'est-ce qu'il y a mitoyen de ces villages. Donc, c'est une déstructuration sociale considérable qui s'opère. Voilà. Je voulais juste insister là-dessus, je ne sais pas si... Et je vais passer à la ville historique, évidemment, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Alors, je ne vais pas trop rester dans l'histoire parce que le temps presse et que je voudrais vous en dire plus sur les changements qui se sont opérés dans la Médina et sur la plage Jemaa el-Fna aussi en particulier. Alors, j'ai quand même pris un vieux plan, donc un vieux plan du Maroc, qui montre bien ce que Mohamed El Faiz vous a très bien expliqué. Donc, au sud, le roi, le pouvoir, le palais et ses jardins, et l'Agdal. Donc ça, c'est donc l'Agdal, mais aussi le palais, le lieu de résidence du pouvoir. Au nord, la Médina, hein, tout ça est très schématique. Au nord, la Médina, et entre les deux, une zone tampon fondamentale qui occupe aujourd'hui encore un rôle central dans la ville, la fameuse place Jemaa el-Fna. Donc cette place, j'aurai l'occasion d'y revenir et de vous en dire un peu plus, mais je tenais quand même déjà à vous expliquer à quel point, dans cette configuration fondatrice de la ville, le sud, le pouvoir, le nord, le peuple, si je peux me permettre, et entre les deux, un no man's land, où on n'a jamais construit, ou pas vraiment, et où réellement la place est le lieu tampon, et aussi la place d'armes où l'on exhibe les forces, le pouvoir, donc dans toute sa majesté, l'armée, mais aussi le lieu de la convivialité, le lieu du rassemblement, avec tout ce que ça implique. Donc, quelques mots sur cette Médina et sur cette place, puisque les deux sont intrinsèquement liés. D'abord, la densité de la Médina, petite image de cette densité. On aura l'occasion d'y revenir et de montrer comment l'évolution de la Médina débouche sur une dédensification progressive. La place Jemaa el-Fna, et je vais vous montrer un certain nombre d'images. Vous la voyez donc en haut, avec le minaret de la Koutoubia qui la surplombe. Vous avez bien sûr les fameux riads, si à la mode aujourd'hui. Les riads, qu'est-ce que c'est? On est toujours dans l'imaginaire du jardin. Ce sont des maisons traditionnelles, à ciel ouvert. Donc, la tradition de la maison, donc c'est bien sûr porte close, mais surtout façade aveugle. Et à l'intérieur, le jardin terrestre, si je peux me permettre, qui donne sur le jardin céleste.
Et ce riad, donc la configuration du jardin, qui est censé reproduire le schéma eschatologique du paradis. Donc je vais un peu vite, avec les 4 parterres à angle droit et la fontaine au milieu. Et puis bien sûr les souks, puisque la Médina joue traditionnellement un rôle de premier plan sur le plan économique au niveau commercial, et puis la muraille. Alors, il faut que je vous dise quelque chose sur cette Médina. Outre le fait que le protectorat va véritablement bouleverser les données de cette Médina. Pourquoi? Parce que le maréchal Lyautey, résident général, le protectorat c'est 1912-1956. Donc c'est une colonisation, mais dit-on, une colonisation plus légère que celle qu'on a pu connaître en Algérie. Alors, avec le protectorat et avec le maréchal Lyautey, c'est un homme littéralement fasciné, non seulement par la monarchie marocaine, mais aussi par le patrimoine du Maroc, qui vient donc et qui prend les rênes du pays à partir donc de ces années 20. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Lyautey, très vite, on a une législation très complète, je crois, en matière de patrimoine qui va être instaurée par Lyautey, de protection du patrimoine, de sauvegarde du patrimoine. Et dans ce qui concerne la Médina, ce qui est frappant, c'est que littéralement, on décide non seulement de protéger la Médina, mais d'une certaine manière, il faut bien le dire, de la figer, d'en faire la gardienne de la mémoire. Et elle est la gardienne de la mémoire parce que tout simplement, tout ce qui peut relever du développement, de l'évolution de la ville, eh bien, va être dévolu à la nouvelle ville que l'on va construire, mitoyenne de la Médina, et qui est, en l'occurrence à Marrakech, ce qu'on a appelé le Guéliz, donc ce quartier, voilà, ces quartiers européens qui vont se développer donc à l'instigation de Lyautey et de ses architectes, et notamment aussi de ce paysagiste extraordinaire dont vous parlez, Mohamed El Feiz, tout à l'heure, Nicolas Forestier. Donc, la Médina devient la gardienne de la mémoire. Cela permet effectivement de la préserver. Mais le souci réel qui va très vite se poser, c'est que la gardienne de la mémoire ne peut plus se développer. Elle garde, donc elle fige, et d'une certaine manière, de plus en plus, les activités de la Médina sont des activités de plus en plus sclérosées, avec une population, et c'est ça qui est le plus grave, c'est qu'au fil du temps, et même après l'indépendance, l'élite, les notables, ceux qui ont le pouvoir économique, émigrent vers la ville nouvelle, parce que c'est là que sont les enjeux économiques. Et donc ce qui reste dans la Médina, en gros, de manière schématique, ce sont les populations les plus vulnérables. Ce sont les populations les plus vulnérables, mais dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, c'est ça, Mohamed El Feiz le présente bien dans son livre Patrimoine en péril, c'est l'exode rural. Donc ce sont les populations des campagnes qui arrivent dans la ville et qui s'installent où? Eh bien dans ce patrimoine multiséculaire, dans ces riads, dans ces maisons. Et on assiste à un phénomène terrible qui est que une maison traditionnelle qui était autrefois occupée par une famille est désormais occupée par 30, 20, 30 familles. Et c'est un phénomène terrible parce que ça conduit très vite, vous pouvez l'imaginer, à une dégradation de ce patrimoine, à cette dégradation du patrimoine bâti. La situation est telle que, à la fin des années 70 et au début des années 80, je l'avoue, même moi, en tant que fille de la Médina, permettez-moi ces petites considérations personnelles, eh bien, on habitait la Médina, mais inconsciemment, on avait un peu honte d'y habiter. Ce n'était pas le quartier le plus prisé de la ville. Et ce phénomène, je dirais, de déconsidération de la Médina, de dépatrimonialisation de la Médina, je ne sais pas comment on peut dire cela, eh bien, il a duré jusqu'au début des années 80. À ce moment-là, surgit ce que j'appellerais la vogue de Marrakech. Enfin, au début des années 80, c'est surtout les happy few, c'est les grands couturiers. Je ne citerai pas de nom, mais vous pouvez imaginer des gens très à la mode, très au fait des choses, qui petit à petit, enfin, n'investissent pas. Pour l'instant, il n'y a pas une très grande spéculation immobilière, mais achètent, et achètent les plus belles maisons, les plus beaux riads. Vers l'année 1985, une petite révolution se produit. Une émission de télévision, Capital. Cette émission révèle, je dirais au grand public français, qu'on peut, à quelques encablures de Paris, acheter pour pas cher
un très beau palais, avoir le soleil, le personnel pas cher, parce qu'il faut quand même le dire, ça peut paraître choquant, mais c'est aussi de cela qu'il s'agit, et que donc pour quelques millions d'euros, on peut avoir quelque chose de sans commune mesure avec ce qu'on peut avoir avec la plus petite ville de France et peut-être la moins chère sur le plan immobilier. Là, il s'ensuit une formidable frénésie immobilière. Marrakech devient véritablement une destination à la mode avec tout ce que cela implique et dont je voudrais vous parler. C'est le fameux phénomène de la gentrification, donc une photo ancienne de la plage de Malfna et une photo plus récente. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que la mode de Marrakech et l'émission Capitale coïncident très exactement avec le classement de la Médina au patrimoine mondial donc de l'UNESCO. Il y a les deux conventions majeures, celle de 1972 qui classe le patrimoine bâti et qui classe donc le centre historique qu'est Marrakech, et il y a, nous y reviendrons, avec la plage de Malfna, il y a bien sûr la convention, il y a 2001 et le patrimoine immatériel. Donc comme je vous le disais en introduction, la ville est doublement classée. Et elle devient véritablement l'une des destinations privilégiées des Français. Mais au bout d'un moment, pas seulement des Français, de beaucoup de personnes à la fois fortunées et qui le sont moins. Et ce qui est intéressant dans ce phénomène, c'est qu'il débouche sur des conséquences tout à fait significatives. La première conséquence, c'est un phénomène, je dirais, de ségrégation spatiale. Là où il y a le tourisme, là où il y a les maisons d'hôtes, là où il y a les résidences secondaires, il y a les équipements, il y a l'assainissement, il y a l'éclairage public, il y a un formidable effort qui est fait par les élus et les autorités locales pour développer ces quartiers de la Médina. Là où les maisons sont moins belles, où les quartiers sont moins prisés, ou sont moins accessibles en voiture, parce que l'accessibilité est fondamentale. Là, effectivement, on assiste à une sorte d'indifférence réelle, d'abandon. Et cela se marque de manière très évidente au niveau de la Médina. Le sud et l'ouest sont les quartiers privilégiés. Le nord et l'est sont les quartiers qui restent livrés à la population autochtone avec tout ce que cela implique, je vous l'ai dit, en termes de laisser-aller et d'abandon. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Pourquoi ? Parce que très vite, cette Médina à deux vitesses a des conséquences, je crois, qui méritent qu'on s'y attarde. Parce que ces populations, d'abord, qui quittent la Médina, ces populations autochtones qui quittent la Médina, elles vont vers où ? Elles vont vers les quartiers périphériques de Marrakech. Et il y a un changement aussi spectaculaire qui s'opère dans ce que je dirais, ce que j'appellerais la fonctionnalité de la Médina. La Médina a toujours été un lieu de résidence, mais aussi un lieu de travail, où les artisans travaillent et vivent. Ces artisans, de plus en plus, sont chassés de l'espace historique qui les a toujours abrités. Mais le plus grave, et je voudrais à ce propos vous citer quelques anecdotes. Quand je vous disais les populations autochtones quittent la Médina, ce n'est pas pour vous dire, mon Dieu, par réaction xénophobe, c'est très grave parce que les étrangers s'y installent. Ce n'est pas la question. C'est que, au fond, un patrimoine comme celui-là, un centre historique comme celui-là, quand il est classé, que classe l'UNESCO ? Il classe la pierre, il classe les monuments, le bâti, ou est-ce qu'il classe derrière le bâti un art de vivre multiséculaire, des relations de quartier, de ruelles, d'herbes, comme on dit chez moi? Est-ce que c'est cela dont il s'agit? Ou est-ce que c'est seulement la pierre dont il s'agit? Dans ce cas-là, ne sommes-nous pas condamnés à muséifier tous les centres historiques qui vont faire l'objet d'un classement, avec tout ce que cela implique en termes, et j'insiste encore pas, comme je le disais pour la Palmeraie, en termes de coût social. Et c'est tellement vrai et c'est tellement grave que l'UNESCO a pris conscience de ces dérives. En 2004 notamment, et je vais vous donner exactement la rencontre très importante qui a eu lieu à Barcelone, le World Urban Forum, organisé par l'UNESCO en 2004, parle de quoi et dénonce quoi? Mais dénonce l'éviction réelle, consécutive
au classement d'un certain nombre de sites qui ont été donc classés au patrimoine mondial. Et quand on parle de Marrakech, c'est parce que Marrakech est une des destinations les plus connues, je dirais les plus emblématiques de cette évolution-là. Mais on peut dire la même chose pour le Laos ou pour d'autres villes et d'autres pays à travers le monde. Donc, si le classement doit déboucher sur l'éviction des populations locales, des populations les plus vulnérables, mais les populations qui, depuis toujours, vivent et en quelque sorte ont contribué au prestige et à l'histoire de ces lieux, je crois que c'est une conséquence absolument terrible. Donc, on parle de la Médina. Je voudrais vous citer, vous montrer quelques maisons d'hôtes et vous parler, encore une fois, de la situation qui s'y produit. Je voudrais vous citer 2 choses. D'abord, une anecdote personnelle. La maison familiale, notre maison familiale, se trouve en face, dans un des quartiers les plus anciens de la Médina de Marrakech, en face d'un palais qui a été acheté par un VIP français. Peu importe, n'entrons pas dans les détails et les noms. Très bien. Ce n'est pas celui à qui vous pensez. Non, ce n'est pas celui à qui vous pensez, c'est vrai d'ailleurs, ce n'est pas Yves Saint Laurent. Donc, voilà, ni DSK, pardon, tout à fait, qui habite un quartier assez éloigné. Très bien, donc il achète ce palais et il le réhabilite, il le restaure de manière tout à fait magnifique. Donc, rien à dire là-dessus, c'est une très bonne chose. À l'heure où, au moment où il l'avait acheté, vraiment, la Médina... Avant la vague, effectivement, et avant la vogue de Marrakech. Puis, quelques années plus tard, 2-3 ans plus tard, il décide d'agrandir sa cuisine. Donc il achète une petite maison avoisinante et il agrandit sa cuisine. Puis, il décide d'avoir une piscine. C'est quand même bien le moins qu'on puisse faire. Donc il achète une maison nettement plus grande de l'autre côté et il construit sa piscine. 3-4 ans plus tard, je peux vous dire, ça c'est des choses que j'ai suivies de près. 3-4 ans plus tard, il achète 3 maisons. Et il fait une immense salle de méditation. De fil en aiguille, et je vous passe les détails, nous réalisons, et c'est une expérience personnelle, que nous n'avons plus de voisins. Nous avons un voisin qui est là de manière très épisodique, 15 jours par an, souvent entre Noël et le jour de l'an, voilà, dans cette période-là. Et le reste du temps, toute cette ruelle, tout ce pan de quartier fondamental dans l'histoire de la ville, et puis dans les histoires multiséculaires qui se sont nouées. On parle, à propos des quartiers, on parle de l'Houma. L'Houma, ce n'est pas seulement un quartier, c'est une famille élargie, avec tout ce que cela implique en termes de relations, etc. Toute cette unité spatiale disparaît. Donc ça, je crois que c'est très important. La deuxième chose que je voulais vous citer, et elle est, je crois, emblématique des rapports parfois tendus, parfois conflictuels, qu'instaure ce type de voisinage entre la maison d'hôte et la maison traditionnelle occupée par les populations autochtones, c'est la terrasse. Quand vous avez la terrasse est par essence même le lieu des femmes. C'est traditionnellement le lieu des femmes, le lieu où les femmes se retrouvent de terrasse en terrasse pour de grandes palabres, etc. Quand vous assistez à, comment dirais-je, la cohabitation d'une piscine en terrasse et d'une piscine où, ma foi, on a tendance parfois à se dénuder un peu, pour ne pas dire plus, et de la terrasse traditionnelle au sens où je viens de vous le définir, il y a des fois des conflits qui ont débouché sur des procès et sur une tension qui, fort heureusement, dans un pays comme le Maroc, qui est quand même un pays qui aime l'autre et qui a l'habitude, à travers son histoire, de vivre dans la tolérance et l'ouverture, les choses n'ont jamais trop mal fini. Mais ça a créé des tensions sociales qui ont généré des malentendus qui, aujourd'hui encore, au niveau de Marrakech, ne sont pas encore résolus. Voilà, donc je voulais vous parler de la situation qui se trouve en Médina, vous citer quelques chiffres quand même, pour être un peu dans l'aspect un peu universitaire. Sur 500 riads, 500 grands riads qui ont été réhabilités dans la Médina de Marrakech ces 10 dernières années, 350 l'ont été par des étrangers. Et une grande majorité d'entre eux sont des maisons d'hôtes. Et il faut insister sur ces maisons d'hôtes
dans la mesure où, jusqu'à une date très récente, elles n'ont été soumises à aucune fiscalité, à aucun contrôle. Donc n'importe qui s'installe, ouvre une maison d'hôtes, reçoit des visiteurs, sans que jamais les autorités ne trouvent à redire pour essayer de contrôler quoi que ce soit. Donc même en termes, j'allais dire, de retombées économiques, cela n'est pas vraiment significatif, à part les quelques personnes qui sont recrutées donc, comme femmes de chambre ou autres dans ces hôtels. Alors, je voulais passer, si vous le permettez, à la place Jemal Fna, parce que j'ai beaucoup à vous dire là-dessus, sur le patrimoine immatériel. Auparavant, mon ami Daniel nous a trouvé une jolie vidéo qui va vous présenter la place de manière très touristique, et après on va lever le voile sur la vraie réalité. Et vous permettre de respirer un petit peu. Oui. Allons-y. Respirez juste un peu, je reviens après, à la charge. Tiens, Ça va. t'as pas fait de la charge. Pas bien. Je m'appelle Jamal Fna. Je suis né au XIe siècle, en même temps que Marrakech, On va remonter le la son. cité qui m'abrite et dont je fus l'embryon originel. Tel un mythe qui vogue. Est-ce qu'on peut remonter le son? Je m'appelle Jamal Fna. Je suis né au XIe siècle, en même temps que Marrakech, la cité qui m'abrite et dont je fus l'embryon originel. Tel un mythe qui vogue, j'ai traversé les siècles pour témoigner d'une histoire millénaire. Carrefour de civilisation, j'ai assisté à la naissance et au déclin de puissantes dynasties. Autrefois célèbre place commerciale, les sultans saadiens m'utilisèrent comme lieu d'exécution. Les Almohades érigèrent en mon sein leur fameuse Koutoubia. Proclamée par l'UNESCO, chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité, je suis aujourd'hui le théâtre d'une activité culturelle intense et foisonnante. Cœur palpitant de Marrakech, je reçois chaque année des millions de visiteurs qui viennent se fondre dans ma foule en quête d'une atmosphère que l'on croyait perdue à jamais. Ils viennent apprécier les saveurs et goûter au parfum de mes étals. Et la magie opère à chaque fois. Aux dernières lueurs du jour, avant même que la nuit n'étale sur moi sa robe sombre, les clochettes des vendeurs d'eau tintent et les lanternes des restaurants ambulants s'illuminent. Et c'est dans ces moments de douce féerie que les étals s'emplissent de mets originaux à la saveur garantie. Le festin peut dès lors commencer et le spectacle durer jusqu'à l'éternité. C'est un clin d'œil. Bon, maintenant, il faut lever le voile et essayer d'aller voir de plus près. Donc, la place Jemal Fna, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une place qui, à travers l'histoire de la ville, a toujours joué un rôle central. Elle est encore aujourd'hui, malgré l'urbanisation, malgré les changements très importants dont vous parlez, Mohamed Faiz, tout à l'heure, elle reste au confluent des routes et au cœur même de la ville. Alors, ce que je voulais signaler, c'est qu'il y a quelque chose de particulier à propos de cette place. Rapidement sur le classement. J'ai fait partie de l'association qui a porté le projet de classement de cette place au niveau de l'UNESCO en 2001. Et c'est tellement vrai que c'est un écrivain espagnol, Juan Goytisolo, qui vivait à quelques mètres de la place, qui a été à l'origine même de ce concept de patrimoine immatériel, qui en a parlé dans les grands journaux, dans les grands quotidiens européens, notamment dans Le Monde, El País, qui a défendu cette idée, qui a fini par être adoptée par le directeur général de l'époque, Federico Mayor, et qui a essayé de la promouvoir et d'en faire un élément clé de classement du patrimoine. Et ce qui est intéressant dans ces dossiers de candidature, c'est que ça nous a obligés aussi à réfléchir sur la place, sur le rôle de Jemal Fna pour les habitants de la ville. Et de constater bizarrement que la place
omniprésente, était assez mal vue, assez mal perçue, y compris par les habitants de la ville. Que Ould Jamal Fna, fils de Jamal Fna, était une insulte, quelque chose de profondément péjoratif. Et que, au moment où nous essayons de porter un dossier de candidature auprès de l'UNESCO, donc à un niveau international, la place n'avait pas été patrimonialisée au niveau local. On s'y divertissait, on l'aimait, mais on ne considérait pas que c'était du patrimoine. Et je ne sais même pas si 10 ans plus tard, puisque ça a eu lieu en 2001, la patrimonialisation date de 2001, je ne sais pas si 10 ans plus tard, cette patrimonialisation a eu lieu dans nos têtes, je dirais dans notre imaginaire. C'est un lieu fondamental, mais ça reste un lieu de perdition, un lieu de mauvaise vie, un lieu assez mal perçu pour des raisons évidentes. La place, c'est le lieu de la liberté par excellence. Le lieu de la liberté du corps d'abord. On passe des mains sur la place. Je dirais que pour une certaine orthodoxie musulmane, la place dérange. La place, c'est le lieu des danseurs travestis. C'est le lieu où la parole est la plus libre qui soit. C'est le lieu où, au dire de certains, les grossièretés vont bon train. C'est aussi la place de la liberté sur le plan politique. Et dans les années noires du Maroc, il arrivait qu'un conteur, qu'un comique puisse s'autoriser des choses qu'on ne s'autoriserait jamais ailleurs. C'est sous le protectorat la place où déjà la résistance se prépare contre l'occupant. C'est donc Juan Goytisolo parle de la place Jamal Fna et des gens qui la fréquentent et des gens et de ses acteurs comme d'une humanité un peu nomade, affranchie des règles. Quand on est sur la place, c'est comme le carnaval, je dirais, du Moyen-Âge en Europe. C'est le lieu où on va, d'une certaine manière, se débarrasser de toutes les règles, de tous les principes, de tous les dictats, quels qu'ils soient, pour s'ouvrir vers une liberté à laquelle on n'a pas accès. J'allais dire, dans le carnaval, c'est dans le monde du sérieux, c'est-à-dire le monde du quotidien, le monde ordinaire. Et sur la place, c'est ailleurs dans la ville. C'est un élément tout à fait essentiel sur lequel il faut insister. Et puis, la place, historiquement, c'est évident. C'est le lieu de convergence des voyageurs. Donc, c'est pour ça que je parlais de confluent des routes. C'est pour ça aussi qu'on parle d'une humanité hybride. C'est le lieu du métissage, c'est le lieu de l'hybridité culturelle. Et la première référence historique écrite que l'on trouve donc sur la place, elle date du XVIIe siècle, d'un historien marocain qui s'appelle Liussi. Qu'est-ce qu'il décrit? Parce que, vous comprenez, jusque-là, jamais un historien ne daignait parler de la place. C'est le sujet pas sérieux par excellence, on ne peut pas parler de la place. Et donc le premier qui ose braver cela, et qui ose parler donc de la vie sur la plage de Mafna, décrit une halqa. Donc la halqa, c'est le cercle, donc, autour duquel, le spectacle, autour duquel se retrouve donc tout le public. Je ne sais pas si on a mis une image de la halqa. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc quand on se retrouve autour de cet acteur de la plage de Mafna, il y a décrit lui aussi une joute, une sorte de joute verbale entre des gens venus de plusieurs régions du Maroc. C'est déjà la remise en question du diktat de la langue unique et du diktat de la culture unique. Donc, c'est les parlers régionaux qui fleurissent. Et il y a une sorte de joute verbale, chacun mettant en avant la gastronomie de sa région. Et cet épisode, décrit par lui aussi, révèle à quel point la plage de Mafna incarne déjà, aux yeux donc du lecteur du XVIIe siècle, la diversité régionale, la diversité culturelle, contre le diktat de la langue arabe, contre le diktat donc de la langue unique. Et ce qui est aussi paradoxal à propos de la place, au-delà de l'histoire, c'est de montrer comment, encore aujourd'hui, il y a cette effervescence incroyable. On l'a vu à travers le film, même derrière les masques, derrière le côté folklorique, il y a encore cette effervescence incroyable. Mais, et je voudrais insister sur ce point, la place, si elle est classée, c'est qu'elle est en péril. C'est toujours le cas, je vous le disais, à propos de l'UNESCO. Et elle est en péril, pourquoi? Parce que l'enjeu aujourd'hui, quand la ville de Marrakech est la première destination touristique du pays, c'est que vous avez une série de corporations. Une série, par exemple, vous avez les conteurs, vous avez les charmeurs de serpents, vous avez les acrobates.
vous avez les écrivains publics, vous avez les gnawa, les racines africaines. Et ce qui est frappant, c'est que toutes ces activités sur la place allient de manière incroyable le sacré et le profane. N'oublions d'ailleurs pas que la place se déploie depuis des siècles, depuis toujours, à l'ombre du minaret, l'un des minarets les plus prestigieux du monde musulman, la Koutoubia. Et ce qui est frappant, c'est que toutes les activités sur la place, aussi conviviales qu'elles soient, aussi distrayantes qu'elles soient, ont d'abord un ancrage très fort et un ancrage mystique. C'est le cas pour les charmeurs de serpents, c'est le cas pour les acrobates qui ont leur maître, qui s'inscrivent dans une tradition où un pèlerinage s'opérait chaque année pour aller se ressourcer auprès du maître. Et donc, cette dimension, et c'est l'élément le plus important que je voulais vous dire, cette dimension a aujourd'hui complètement disparu. Donc on assiste, avec la mise en tourisme, d'abord à un appauvrissement du rite. Ce qu'il reste aujourd'hui du rite des charmeurs de serpents, c'est pas grand-chose, c'est le spectacle qui s'offre. Toute la chasse aux serpents, toute cette quête, tout ce départ vers le désert a complètement disparu. C'est le cas aussi pour les acrobates, qui ne s'entraînent que pour le spectacle donc qu'ils offrent dans les hôtels. Mais ce qui est beaucoup plus grave, je crois, et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que non seulement il y a un appauvrissement des rites, c'est notamment le cas pour ces deux activités dont je vous ai parlé, mais il y a la disparition pure et simple d'un certain nombre d'activités, et notamment des activités reines de la plage Jemaa el-Fna. Je pense à celle des conteurs. Et c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Pourquoi? Il n'existe plus que 5 conteurs qui sont encore vivants et qui pratiquent de manière de plus en plus épisodique sur la place. 2 ont entre 50 et 60 ans, les 3 autres ayant une moyenne d'âge de 70 à 80 ans. Ce qui est frappant, d'abord, c'est leur histoire. Et de comprendre comment la question de la transmission est une question majeure, parce que le devenir de la plage Jemaa el-Fna, le devenir de ce patrimoine immatériel est étroitement lié à cela. Pourquoi? Parce que la transmission, par exemple, en ce qui concerne les conteurs, est plus qu'aléatoire. Comment devient-on conteur sur la plage Jemaa el-Fna? Bariz, qui est un des conteurs les plus en vue de la plage Jemaa el-Fna, le dit. Il dit, pour être conteur, d'abord c'est une vocation. Parce que ce n'est pas une filiation de père en fils. Donc on choisit d'être conteur, en général on traverse la place, et à 10-15 ans, on est fasciné par les conteurs sur la place, on s'arrête. Puis on s'arrête de plus en plus, on s'attarde, et puis après on ne part plus à l'école, on fugue. Et on finit par quitter sa famille, et par choisir le maître donc qu'on a choisi, par le prendre en fait comme celui qui va être le guide dans les années qui suivent. Donc on va frayer avec la halqa, on découvre comment fonctionne le système de la halqa. Et au bout de quelques années, pour véritablement parfaire sa connaissance donc du répertoire des contes et essayer de mieux maîtriser cet art, on part sur les routes. On choisit l'errance, la pérégrination, qui est un élément très important de l'apprentissage dans la tradition, d'ailleurs je pense arabe, l'idée de partir, de quitter en quelque sorte ses attaches pour mieux appréhender, pour mieux parfaire la connaissance donc de ce domaine qu'on veut absolument maîtriser. Et donc c'est l'errance, quand ils reviennent 20 ans plus tard parfois, 15 ans plus tard, quand ils reviennent sur la place, là ils peuvent se mesurer à leur maître. Aujourd'hui, ces conteurs ne veulent plus transmettre. Ils disent, et c'est une chose je trouve terrible, ils disent « Jemaa el-Fna belia ». Le belia c'est le vice. Jemaa el-Fna c'est un vice. C'est un vice parce que c'est comme si en fait on était littéralement grisé par la place. Elle nous possède. Et quand elle nous possède, en général, c'est qu'elle nous perd d'une certaine manière. Et la désespérance qui les caractérise, malgré la proclamation, je dirais, en raison de la proclamation, le discours est encore plus pathétique. Pourquoi? Cet homme-là que vous voyez donc sur cette image, il a fait l'objet de 150 reportages télévisés à travers le monde.
et il continue de gagner 2 à 4 euros par jour sur la place. La proclamation de cette place patrimoine oral de l'humanité en a fait un des sites les plus connus à travers le monde, un des sites, j'allais dire, les plus emblématiques du patrimoine de l'humanité. Et en même temps, ces gens-là sont restés, de par leur dénuement, de par la situation qui est la leur, de par le regard, l'ostracisme dont ils font l'objet, ils sont restés les laissés pour compte d'un tourisme, d'une évolution qui les exploite à des fins touristiques, mais qui les laisse donc à l'abandon. Et ça, c'est une situation qui vaut non seulement pour les conteurs, mais pour un certain nombre d'acteurs sur la place. Alors, ceux qui tirent leur épingle du jeu, ce sont les charmeurs de serpents et les acrobates, pour des raisons assez simples. Le spectacle, en tout cas, le spectacle relativement appauvri qu'ils offrent sur la place encore aujourd'hui, eh bien, c'est un spectacle qui leur permet encore d'attirer le touriste. Alors que le conteur compte essentiellement en berbère et en arabe, et donc le touriste reste complètement imperméable à ce répertoire. Donc je voulais insister là-dessus, revenir peut-être aussi sur les racines africaines, le côté confrérique, mystique des Gnawa, puisque cette musique, on chante en bambara quand on est un Gnawi. On chante en bambara, les racines maliennes, les racines soudanaises du Maroc, elles sont omniprésentes, même si parfois on ne comprend même plus le répertoire que l'on chante. Mais on est encore dans cette dimension-là. Je voulais aussi insister sur le devenir de ces gens-là. Je vous l'ai dit, la question se pose. La question se pose de manière tellement aiguë aujourd'hui à Marrakech qu'on risque de se retrouver avec une situation qui d'ailleurs est en train de s'aggraver chaque jour, dans le sens où la fonctionnalité même, les fonctions traditionnelles de la place sont en train de se métamorphoser du tout au tout. La restauration, qui occupait une petite partie de la place, spatialement, aujourd'hui, domine. Les restaurants en plein air sont l'élément le plus important sur la place. Et puis, j'allais dire, les marchands du temple, le bazar, occupent une place beaucoup plus importante que le spectacle. Et puis, ce qui est, je crois, plus grave, c'est que c'est une véritable foire d'empoigne. Parce que, même au niveau du spectacle, ce sont les spectacles les plus prisés par le touriste qui dominent, et toutes les activités reines de la place, comme le conte et autres, se retrouvent aujourd'hui à la périphérie. Aujourd'hui, les conteurs ne présentent plus de spectacle que très tôt dans la matinée, parce que le reste du temps, les touristes sont là, et que la loi de l'offre et de la demande fait qu'ils ne peuvent absolument plus tenir et essayer de rivaliser avec les autres activités qui sont beaucoup plus lucratives sur la place. Donc, l'essentiel, je crois, si Mohamed, pour conclure sur cela, c'est que l'UNESCO, cette organisation est consciente des périls. Au niveau du Maroc aujourd'hui, une réflexion est en train d'apparaître qui vaut ce qu'elle vaut. Et qui tend, parce que c'est la politique de l'UNESCO en matière de patrimoine immatériel, à promouvoir quelque chose qui est très en vogue au Japon depuis les années 50. C'est le système, ce qu'on appelle le système des trésors humains vivants. Qu'est-ce qu'un trésor humain vivant? Un trésor humain vivant au Japon, encore une fois, depuis les années 50, ça a été un des pays pionniers dans la préservation et la sauvegarde du patrimoine immatériel. Un trésor humain vivant, c'est un homme qui est, ou une femme, bien entendu, quand je dis l'homme, c'est au sens de l'humanité, qui est détenteur d'un savoir ou d'un savoir-faire, parce qu'il s'agit aussi des artisans. Je sais qu'à Limoges, la question est d'importance. Donc, d'un homme détenteur d'un savoir ou d'un savoir-faire exceptionnel, à qui on va décerner ce titre de trésor humain vivant, mais au-delà du titre, l'enjeu est autre. Il y a la reconnaissance, il y a la considération, c'est déjà important quand on est un acteur de la plage Jamal Fna et qu'on vit dans le mépris et la suspicion dont ils sont l'objet. Mais, outre cela, ce qui est important, c'est qu'on leur donne de l'argent. Donc l'État va les doter d'une subvention annuelle, moyennant quoi ils doivent obligatoirement transmettre leur savoir. C'est, je crois, déjà le cas
en France pour les maîtres d'art, où il y a un système qui protège tout cet artisanat d'art grâce à ce système, donc je vous l'ai dit, de subvention qui est accordé. Ça existe dans d'autres pays à part l'Asie, et c'est une idée qui est en train tout doucement de faire son chemin au Maroc, de, en quelque sorte, classer non plus là des sites, mais des personnes qui seraient détentrices d'un savoir exceptionnel, on en a quelques-unes, et de les, une fois qu'on leur a donné ce titre, de les contraindre, encore une fois, par ce système, à transmettre, même si ce désir n'est peut-être pas aujourd'hui apparent, de les contraindre à transmettre pour permettre la pérennité de ce patrimoine. En tout cas, tout l'enjeu est là. Je crois que la survie, la pérennité du patrimoine de Jemaa el-Fna, mais du patrimoine immatériel de Marrakech est en jeu. Alors on va peut-être conclure de manière un peu Tu as générale. conclu déjà. Donc, Non, sur les institutions. Sur les institutions et sur... Je pense que, de toute façon, ça on va aussi laisser la parole à la salle aussi pour discuter, surtout poser des questions, des clarifications à apporter. Mais moi, je pense que j'enchaîne un peu par rapport à ce que disait Ouidad sur le patrimoine immatériel. C'est-à-dire que toute la question qu'on se pose pour ces villes historiques où on vit depuis longtemps, c'est, quand j'ai écrit Marrakech Patrimoine en péril, la conclusion c'était: est-ce que la ville va choisir de se développer avec ou sans son patrimoine? Toute la question était là. Je pense que la réponse s'est faite depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Ils ont choisi de développer la ville ou de la faire croître selon leurs besoins, mais sans intégrer ni le patrimoine matériel ni le patrimoine immatériel. Moi, je pense qu'il faut le dire aussi que Marrakech, quand elle a été classée en 1985, disons les autorités locales ou la municipalité ne se sont pas précipitées pour faire une pancarte pour dire que Marrakech est classé patrimoine de l'humanité. Et je me rappelle que Lyon, là, il a été classé en 2007, la même année, partout, la publicité. Ça veut dire que les gens, en fait, le classement, il nous sert, soit on peut se développer, soit on peut faire, disons, une croissance, ponctuelle, et ça n'aboutit pas au développement. Donc, à mon avis, l'important pour une ville comme Marrakech aujourd'hui, c'est vraiment de revenir dans cette période de, comment dirais-je, de stagnation, de répit. Les crises sont importantes, des fois on dit vive les crises parce qu'elles nous poussent à réfléchir, à se poser des questions. Et je pense que ça a été une bonne chose que la crise arrive aujourd'hui, et j'espère aussi qu'elle nous incite. D'ailleurs, notre travail de recherche qu'on fait, c'est un petit peu pour pouvoir réfléchir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a gagné de cette ouverture, qu'est-ce qu'on a perdu, et quel est le plus important par rapport à l'avenir. Et je pense qu'un des biens culturels les plus précieux que nous avons au Maroc, et surtout par rapport à la ville de Marrakech, c'est ce patrimoine végétal dont j'ai parlé, ce sont ces concepts, c'est aussi ce patrimoine matériel et immatériel. Et il faut évidemment la valorisation de ce patrimoine, qu'elle se fasse au bénéfice d'abord de ceux qui font la richesse culturelle de ce pays. Et le tourisme lui-même, il est important. Mais sauf que le tourisme, il faut le conditionner, il faut aussi lui mettre des règles. Même les touristes, ils ont besoin de règles. Et dans un pays où il n'y a pas de règles, personne n'en profite. Ni la population, ni le tourisme. Ce que nous, au départ, nous voulions, c'était vraiment que, avant même de lancer la mode des riads, les gens peuvent bien venir habiter. Mais sauf qu'ils ont une vision sur la culture marocaine, sur la civilisation marocaine, et ça les amène un peu à comprendre l'autre, à s'intégrer, et le tourisme peut être un formidable moyen de dialogue entre les cultures. Une des questions, à mon avis, importantes pour nous qui travaillons depuis longtemps sur ces questions, c'est la remarque que, finalement, un des partenaires les plus importants, un des plus grands défenseurs du patrimoine dans notre pays, de par la Constitution, il est chargé par la Constitution de veiller à la sauvegarde du patrimoine et à sa valorisation. Cette institution, c'est le ministère de la Culture, qui brille par son absence. Vraiment, non seulement il brille, au moins s'il aurait se maintenir, se dire je fais rien. Mais là, il loue le patrimoine. J'ai jamais vu dans des villes, j'ai parcouru pas mal de pays dans le monde, et le Maroc se distingue par la privatisation de son patrimoine. Tout cela, ça veut dire beaucoup de choses quand un pays choisit de déléguer son patrimoine à une entreprise privée ou à un promoteur privé. Ça, donc, à notre avis,
l'important aujourd'hui, c'est de réformer les institutions qui ont en charge la gestion du patrimoine. Ça, c'est fondamental. Le passé, évidemment, de la Cité-Jardin, moi, je trouve qu'il a un avenir, parce qu'aujourd'hui, toutes les discussions autour de la ville de demain, les villes végétales, on revient au jardin suspendu, on revient à toute une série de thèmes. Dans notre culture, nous avons l'habitude de traiter de ces thèmes. Nous avons quand même un vivier important pour les idées et pour, évidemment, s'inscrire dans le devenir. Et j'arrête là. Je voulais juste rajouter un ou deux points, si vous le permettez. D'abord, ce que nous disions sur la démission de nos institutions. Mais c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, on peut privatiser un espace public. Tu as parlé de la Ménara, mais sur des détails liés toujours à la Médina. Vous arrivez dans une impasse, vous achetez une impasse de la Médina, vous achetez une maison, vous pouvez tout à fait tranquillement décider de fermer l'impasse. Et ça s'est vu. Donc on ferme et on met une clé et on privatise un espace public de la manière la plus naturelle qui soit. Le deuxième exemple, tout à fait intéressant, parce qu'il a scandalisé, y compris des journalistes français. Je me souviens d'un article extraordinaire du Nouvel Obs qui avait été fait sur un des scandales de la spéculation à Marrakech. C'est qu'une nantie italienne avait décidé d'acheter toute la ruelle, pas l'impasse, une vraie ruelle, un derbe. Parce que c'était plus simple, ça lui permettait de ne pas avoir de voisins. Donc, une fois qu'elle décide d'acquérir tout ça, la plupart des gens vendent, parce qu'évidemment, on offre 10 fois le prix de la maison, et les gens, effectivement, vulnérables, pauvres, se laissent tenter. Sauf que c'est comme dans le village d'Astérix et Obélix. Et là, il y a une petite famille qui a résisté. Ça a été un tollé incroyable, parce que cette personne, avec la complicité des autorités, cette riche italienne avec la complicité des autorités, a vraiment voulu faire pression. Et qu'il y a eu un procès, enfin ça a été un épisode absolument douloureux, terrible, mais assez, je crois, emblématique. Quand on parlait de gentrification, c'est pas un mot comme ça, c'est au sens des tensions sociales les plus virulentes parfois qui soient. Et toujours dans l'idée de cette privatisation de l'espace public. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, toujours sur la démission de nos institutions. Quand vous arrivez à Marrakech, ce qui vous frappe, c'est que le patrimoine est muet. Rien. Vous arrivez dans le plus beau palais qui soit, accessible au public. Il n'y a rien. Si vous n'arrivez pas avec votre guide et que vous vous repérez, vous n'avez pas une indication. Tout le discours sur le patrimoine, il se façonne ailleurs, il se forge ailleurs qu'au Maroc. C'est comme si en fait, on était incapable d'écrire sur notre patrimoine et de contribuer à sa valorisation, ne serait-ce qu'à travers un discours, une signalétique, etc. Il n'y a rien. Et ceux qui ont visité Marrakech ont dû être frappés par cela. C'est-à-dire que s'ils oublient leur guide à l'hôtel, ils ne peuvent ni s'orienter, ni comprendre rien à rien de ce qu'ils voient. C'est, je crois, déjà, ça c'est les béabas, je dirais, de la valorisation du patrimoine. Merci.